Togo, l'opposition parle de 3 morts par balle jeudi lors des heurts à Lomé entre jeunes et forces de l'ordre. Un bilan démenti par le gouvernement. La tension est toujours palpable ce vendredi dans la capitale. Au Libéria, la commission électorale a confirmé jeudi que le second tour de l'élection présidentielle opposera le 7 novembre prochain le sénateur George Weah et le vice-président sortant Joseph Boakai. Et puis au Gabon, la délégation de l'Union européenne a réitéré sa demande d'ouvrir une enquête indépendante sur les violences post-électorales qui ont entaché le pays en août et septembre 2016. Voilà pour les titres, mesdames, messieurs, bienvenue à tous. Au Togo, 3 personnes ont été tuées par balle et des dizaines d'autres blessées jeudi au cours de heurts à Lomé entre jeunes et forces de l'ordre, selon l'opposition togolaise. Un bilan qui a été démenti par le ministre togolais de la Sécurité qui estime qu'il n'y a pas eu de mort au cours de la journée de jeudi. Mais le ministre est revenu sur un bilan précédent du gouvernement qui faisait état d'au moins 4 personnes tuées mercredi au cours de violents affrontements à Lomé et Sokodé. Jeudi, les rues étaient quasiment désertes à Lomé. Les commerces sont restés fermés. Il faut dire que la tension est toujours palpable. Ce vendredi, une nouvelle manifestation de l'opposition interdite est annoncée dans la capitale togolaise. Au Kenya, le leader de l'opposition Raila Odinga estime qu'il n'est pas trop tard pour faire les réformes de la commission électorale indépendante, ce qui pourrait l'amener à reconsidérer sa décision de se retirer du scrutin du 26 octobre prochain. Reportage. Possible rebondissement dans le dossier reprise de l'élection présidentielle au Kenya. Raila Odinga, chef de l'opposition kenyane, a déclaré jeudi qu'il pourrait reconsidérer sa décision de quitter la course électorale difficile du pays. Mais il pose une condition, qu'il y ait eu des progrès adéquats sur la réforme électorale. Les révélations de Mme Akombe et la déclaration du président hier ont confirmé nos craintes et nos raisons de nous retirer de cette course. Il est maintenant clair pour tout le monde qu'il n'existe pas d'environnement propice à un processus électoral libre et équitable. C'est une bonne chose que les choses soient en train de sortir maintenant. Le président, comme vous le savez, et comme l'a dit Mme Akombe, a été pris en otage par certains commissaires et il faut aussi s'occuper de cela. Il y a des membres du personnel du secrétariat qui sont partisans et qui ont participé à l'organisation des dernières élections et qui sont toujours en place. Tout cela n'inspire pas vraiment confiance que nous pouvons avoir un processus approprié. Si des consultations appropriées sont menées et que des réformes appropriées sont mises en œuvre et si les craintes que nous avons soulevées et qui nous ont poussés à nous retirer de cette course sont prises en compte, nous reviendrons sur notre décision. Mais dans l'état actuel des choses, notre position est celle que nous avions annoncée. Odinga a fait ses remarques une semaine avant les élections présidentielles et après avoir rencontré Wafula Chebukati, chef du bureau électoral du Kenya. Odinga a annoncé la semaine dernière qu'il ne participerait pas au scrutin en raison de problèmes à la commission électorale et de délimitation indépendante de Chebukati. En bref, au Libéria, la commission électorale a confirmé jeudi que le second tour de l'élection présidentielle opposera le 7 novembre prochain le sénateur George Weah et le vice-président sortant Joseph Boakai. George Weah était arrivé largement en tête avec 39% des suffrages devant Joseph Boakai qui en a obtenu 29,1%. Il faut dire que la campagne pour le scrutin du 7 novembre a été automatiquement lancée hier et se terminera le 5 novembre à minuit, soit une durée de 18 jours. Le scrutin du 7 novembre doit permettre de désigner un successeur à la présidente sortante Ellen Johnson Sirleaf, élue une première fois en 2005 et qui ne peut plus se représenter après 2 mandats successifs de 6 ans chacun. Au
Au Gabon, la délégation de l'Union européenne a réitéré sa demande auprès des autorités gabonaises pour ouvrir une enquête indépendante sur les violences post-électorales qui ont entaché le pays en août et septembre 2016. Les détails. Violence post-électorale de 2016 au Gabon. L'Union européenne a de nouveau insisté sur la nécessité et l'importance de faire toute la lumière sur cette affaire. L'institution soutient que c'est un passage obligé afin de rétablir la réconciliation entre tous les Gabonais et de garantir la stabilité durable du système démocratique. En effet, l'annonce de la réélection d'Ali Bongo Ondimba à la tête du Gabon le 31 août 2016 avait provoqué des troubles. Manifestations contre le pouvoir, interpellations, l'Assemblée nationale incendiée, entre autres. Alors que des opposants affirment avoir identifié une trentaine de morts et que certaines personnes sont toujours à la recherche de leurs proches disparus, le gouvernement gabonais a fait état de 3 personnes décédées lors de ces violences. En décembre dernier, une mission d'observation électorale de l'Union européenne avait conclu que le scrutin présidentiel d'août 2016 avait été entaché d'anomalies qui mettent en question l'intégrité du processus de consolidation des résultats et du résultat final de l'élection. Les autorités gabonaises ont dénoncé à plusieurs reprises une ingérence de l'Union européenne. Par ailleurs, la délégation européenne au Gabon est engagée depuis début octobre dans un dialogue politique intensifié avec Libreville afin de faire le point sur les relations entre le pays et l'Union européenne. Après avoir porté sur les réformes électorales, le dialogue se poursuit avec les questions des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Au Cameroun, la répression meurtrière des autorités dans les régions anglophones alimente un risque d'insurrection armée. C'est ce que révèle un rapport du Centre d'analyse International Crisis Group rendu public hier jeudi. L'organisation appelle le président camerounais Paul Biya à prendre ses responsabilités afin de trouver au plus vite des solutions politiques à la crise. Plus de précisions à travers cet élément. Le président camerounais Paul Biya doit prendre ses responsabilités et agir vite pour trouver des solutions politiques à la crise dans les régions anglophones du Cameroun où la répression meurtrière des autorités alimente un risque d'insurrection armée. C'est en ces termes qu'un rapport du Centre d'analyse International Crisis Group a mis en garde jeudi. La crise qui dure depuis 1 an dans les régions du nord-ouest et sud-ouest du Cameroun a dégénéré le 1er octobre dernier en marge de la proclamation symbolique d'indépendance par des militants sécessionnistes. Les violences avaient fait au moins des dizaines de morts et plus de 100 blessés parmi les manifestants. Selon l'organisation, les rangs des sécessionnistes augmentent de jour en jour et certains d'entre eux évoquent plus résolument l'idée d'une lutte armée ou de l'autodéfense du fait de cette répression meurtrière par les forces de l'ordre. International Crisis Group demande par ailleurs aux partenaires internationaux du Cameroun, jusqu'ici passifs voire complaisants vis-à-vis du régime, de condamner fermement la violence d'État et la répression meurtrière, d'exiger une enquête indépendante, de même que l'ouverture d'un dialogue inclusif sur la décentralisation et le fédéralisme. En visite à Bamako, Fatou Bensouda a assuré que ses enquêtes au Mali se poursuivent. La procureure de la Cour pénale internationale a donné cette assurance après le jugement et la condamnation de l'un des principaux responsables de la destruction des mausolées de la cité historique de Tombouctou dans le nord du pays. Voici les images. La Cour pénale internationale poursuit ses enquêtes au Mali après avoir condamné le principal responsable de la destruction des mausolées de la cité historique de Tombouctou. C'est ce qu'a indiqué mercredi à Bamako la procureure de l'institution Fatou Bensouda qui était en visite. Our investigations are continuing with respect to other crimes. Nos enquêtes continuent sur d'autres crimes qui ont été commis, comme des crimes sexuels ou sur la base du genre et des crimes contre des gardiens de la paix, des meurtres et tout ça. Je ne suis pas en position d'évoquer ce qui est fait pour Al-Mahdi, mais je peux vous dire que la Cour examine d'autres crimes dans le contexte de nos enquêtes au Mali. Le Touareg Ahmad Al-Faki Al-Mahdi a été condamné
condamné en septembre 2016 par la CPI à 9 ans de prison pour avoir intentionnellement détruit la porte de la mosquée Sidi Aya et 9 des mausolées de Tombouctou, classés au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. Pour Fatou Bensouda, il était très important de juger un crime de cette nature. Timbuktu was a focus of our investigations. Tombouctou était le centre de notre enquête. Je pense que c'était très important qu'un crime de cette nature soit mis en lumière. On sait que cela se passe partout, mais dans le contexte du Mali, nous pouvons montrer qu'il s'agit de crimes sérieux et que leurs auteurs sont poursuivis par la Cour parce que nous en avons le mandat et que ce crime est couvert par le statut de Rome. C'était important d'envoyer ce message. So it was important to send that message. Évoquant la plainte contre l'ancien président français Nicolas Sarkozy pour avoir déclenché la guerre en Libye et causé la mort de Mouammar Kadhafi, déposée devant la CPI par plusieurs organisations de la société civile ouest-africaine réunies début octobre à Bamako, la procureure de la CPI a assuré qu'elle sera traitée comme toutes les autres communications et allégations que l'institution reçoit. Troisième journée de mobilisation contre les ordonnances en vigueur depuis près de mois en France. La CGT et Solidaire ont organisé jeudi une manifestation en attendant une éventuelle action plus large avec d'autres syndicats qui pourraient être décidés lors d'une réunion le 24 octobre prochain. Reportage. Mobilisation des syndicats contre les ordonnances en France. L'exécutif, de son côté, est déjà passé à autre chose. Édouard Philippe a rappelé jeudi que les ordonnances ont été signées, publiées et qu'elles sont en vigueur. Le Premier ministre a d'ailleurs entamé cette semaine le deuxième volet de ses réformes sociales, celle de l'apprentissage, de la formation professionnelle et de l'assurance chômage. Mais pour la CGT et Solidaire, pas question de tourner la page des ordonnances, synonyme de casse sociale selon elle. Le gouvernement est sûrement passé à autre chose, la CGT n'est pas passée encore à autre chose. Nous sommes toujours mobilisés pour un code du travail du 21e siècle avec des conditions sociales différentes que celles qui sont dans les ordonnances. C'est sur ce sujet-là qu'on veut avancer et le fait qu'elle soit promulguée ne nous empêche pas de continuer à revendiquer. Les primes à l'ancienneté, par exemple, qui sont menacées. Les routiers l'ont gagné, mais de haute lutte avec une mobilisation importante. Et je pense que c'est ça qu'il faut qu'on arrive à faire comprendre et prendre en compte, c'est la mobilisation d'un maximum de population active, retraitée. Toutes les confédérations qui ont échoué à arrêter une action unitaire émettent de sérieuses critiques quant au risque que présentent certaines mesures pour le salarié, comme le plafonnement des indemnités prud'homales ou la fusion des instances représentatives du personnel dont le décret d'application n'a toujours pas été publié. Mais elles sont divisées sur les modalités d'action et semblent déjà, pour certaines, tourner vers le prochain volet des réformes sociales. Voilà qui vient mettre un thème à cette édition, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi.